Olá, Bonjour, je eu m'appelle sou Maria Paula, Paula, sou membro je suis membre de da l'âme AME Portugal, Portugal, de da AME l'âme Nord Norte, e também et da AME aussi de l'âme Internacional, internationale. foi-me Et dirigida cette este convite invitation m'a été para adressée pour présenter apresentar notre a nossa prochain parceria intervenant. estreita. C'est donc É avec com une grande muita joie que alegria je que suis estou ici aqui pour para présenter apresentar la a docteure doutora Andressa Andressa Tomazoni, Tomazoni, avec com qui j'ai la quem joie tenho de a travailler alegria dans de le trabalhar cadre também des dentro das nossas activités de atividades l'âme da Nord. Menor. Então, La a docteure doutora Andressa Andressa Tomazoni est Tomazoni é psychologue, psicóloga, mestre em titulaire psicologia d'une maîtrise en social e psychologie sociale et institucional. Ela é institutionnelle, doutorada em titulaire d'un informática doctorat e en educação informatique de pela l'éducation Universidade de Federal do Rio l'Université Grande do fédérale du Sul. Rio Grande do Sul, Tem avec une especialização spécialisation avançada avancée en em psychologie psicologia analytique. analítica. É Elle est psicoterapeuta psychothérapeute clínica, clinique exercendo a sua et atividade travaille au em Portugal. Portugal e é Elle est professora professeure de diplômée à pós-graduação na l'Université Universidade internationale Internacional ibéro-américaine. Ibero-Americana. Ela é Elle est ainda également coordenadora do coordinatrice du Departamento de département Saúde de santé Mental da mentale de l'âme AMENOR. Nord. Então, é sem dúvida C'est alguma donc uma sans honra aucun doute poder un honneur de apresentar pouvoir vous présenter a la doutora docteure Andressa, Andressa, desejando desde souhaitant já dès maintenant que que sa a sua présentation apresentação possa puisse se decorrer da melhor développer de forma la meilleure possível façon e sem mais possible. Et delongas sans e plus com grande tarder, avec beaucoup expectativa, d'espoir, dou a je donne la palavra parole então à doutora à la Andressa docteure Andressa Tomazoni. Tomazoni. Olá a todos, Bonjour à meu nome é tous, Andresa Tomazoni. je m'appelle Andressa Em primeiro lugar, Tomazoni, comme cela a em été primeiro lugar, eu présenté. gostaria de Je voudrais tout agradecer d'abord vous remercier pelo pour convite l'invitation e pela et pour oportunidade de estar l'opportunité d'être aqui ici. e Et espero j'espère que de que, algum d'une manière ou modo d'une autre, as minhas mes paroles palavras pourront possam toucher tocar o coração le das cœur des pessoas gens no sentido de afin trazer novas d'apporter reflexões. de nouvelles réflexions. Então eu vou iniciar a Je minha vais donc commencer ma apresentação. présentation Ela se intitulée chama Burnout, a Burnout, un necessidade besoin émergent emergente de la da recherche busca de de conhecimento connaissances espiritual spirituelles pelos pour les profissionais de professionnels de la saúde. santé. Eu inicio essa Pour commencer cette apresentação e présentation, não poderia ignorar je ne pouvais o ignorer le contexto contexte na dans qual lequel elle est faite, que se qui trata, est, comme nous como le vivons en ce todos moment, estamos vivendo nesse momento, a questão la da question de la pandemia, pandémie, principalmente neste ano. surtout cette Então, este année. assunto já Donc seria ce um sujet serait assunto déjà délicat à aborder, delicado de se falar, porque estamos car falando nous de uma parlons d'une espécie de sorte de maladie adoecimento touchant les pelos professionnels profissionais de de la saúde, a um santé, determinado qui est público, un certain mas para public, além mais en disso, plus, né, il y existe a une uma situation situação mondiale mundial de qui contexto aggrave ces enjeux, que agrava, né, essas questões, ou ou du pelo moins menos les intensifie. intensificam elas, né? Então, a minha ideia Mon idée est nessa donc, dans fala cette é fazer um conférence, certo percurso, de suivre un né, a chemin partir da minha posição enquanto donné psicóloga. à partir de ma position de Vou trazer num psychologue. primeiro Dans un premier momento temps, as questões je vais évoquer les ligadas questions mais às liées plutôt aux características caractéristiques du da syndrome. síndrome, né? E para falar de Et pour burnout, parler eu de devo falar burn-out, do je dois estresse, nécessairement obviamente. parler de stress. Depois, após Après isso, cela, a minha mon ideia é idée est trazer, a partir do d'apporter, ponto de selon vista le da point de vue de la psicologia, psychologie, et principalmente principalement au da sein de la psicologia psychologie analítica, analytique, fundada pelo fondée par le psiquiatra psychiatre Carl Carl Gustav Jung, Gustav Jung, né? Um modo de la voie de entendimento que eu compréhension poderia lançar sobre qui peut isso. être avancée E sur dentro cette de uma question. perspectiva Et dans une espírita perspective também, spirit également, ah, o apporter olhar da le Joana de regard de Ângelis, Johanna de né? Angelis, Que é uma qui est estudiosa une também da studieuse própria de la psicologia psychologie de analítica Jung. do Jung. Então, este vai ser Ce o sera donc le plan movimento, de mon discours né, do aujourd'hui. meu discurso no dia de hoje. E eu Je inicio, commence né, ao falar en disso, parlant de cela, en sinalizando signalant que há qu'il muitos existe de fatores que nombreux facteurs contribuem qui tanto contribuent para à a la questão fois à la do question du estresse stress e depois o seu et à agravamento, son que vai aggravation, gerar a própria questão da síndrome de qui burnout. va Então, temos
générer le syndrome de burn-out lui-même. Ainsi, nous avons les caractéristiques personnelles, les caractéristiques du travail, les caractéristiques organisationnelles et les caractéristiques sociales. Comprenons que, en plus d'énumérer les symptômes, c'est un cadre qui apparaît. De nombreuses variables s'entrelacent et le font apparaître. Então, iniciando, eu tenho que falar de estresse. Alors pour commencer, je dois parler de stress. C'est un mot qui a son origine du latin, qui signifie étirer ou déformer. Il porte dans l'étymologie même du mot l'idée de tension, de tiraillement. Autrement dit, la notion de tout ce qu'un corps peut vivre comme quelque chose qui crée une tension. Le stress peut arriver dans différents domaines ou dimensions de la personne, pas forcément dans le domaine professionnel. On peut avoir du stress familial, personnel ou autre. Mais dans tous les cas, c'est un concept qui parlera toujours du processus d'interaction entre la personne et son environnement. C'est un terme créé au départ par l'endocrinologue Hans Selye dans les années 30, et évidemment sa conception à ce moment-là envisageait la question sous un angle plus biologique. Conscient de ce stress biologique, le syndrome d'adaptation générale est apparu dans une vision plus générale qu'il a développée. Aujourd'hui, quand on parle de stress, on indique ce que j'avais dit, un ensemble de réactions organiques et psychiques d'adaptation que l'organisme émet lorsqu'il fait face à des situations qu'il considère menaçantes pour sa vie et son équilibre interne. Et il est intéressant de penser que, bien qu'aujourd'hui le mot stress possède une forte charge négative associée, quand le mot a été créé, il avait un aspect neutre, car nous pouvons avoir du stress, le corps pouvant le supporter ou non. Il devient négatif lorsqu'il est trop lourd pour ce corps. Autrement dit, le corps n'a pas suffisamment de ressources pour supporter cette tension. Un point très important, c'est que le stress n'est pas la même chose que le syndrome de burn-out. L'exposition au stress de manière chronique, prolongée et continue conduira plus tard au syndrome de burn-out, surtout quand il est lié dans le domaine personnel. Lorsqu'il est associé au domaine professionnel, soulignant que certaines professions, en particulier celles qui sont liées aux soins, c'est là où les personnes sont en relation constante avec les personnes. On peut aussi y inclure les éducateurs qui pourraient être concernés. Bref, ce sont des métiers plus sensibles à cette situation. Donc, probablement, dans cette ligne de pensée, nous pouvons penser que le stress prolongé et chronique nous conduira, si nous ne pouvons le gérer efficacement, en dernier ressort, vers le syndrome de burn-out. Quelles sont les caractéristiques du stress? Je vais énumérer rapidement quelques symptômes physiques, puis les symptômes psychiques, mentaux ou émotionnels. Les symptômes physiques comprennent la fatigue, les maux de tête, l'insomnie, les courbatures, les palpitations, les changements intestinaux, les nausées, les tremblements, les extrémités froides, les rhumes constants. Dans les symptômes psychiques, nous pouvons avoir une diminution de la concentration, de la mémoire, l'indécision, la confusion, la perte du sens de l'humour, l'anxiété, la nervosité, la dépression, la colère, la frustration, l'inquiétude, la peur, l'irritabilité et l'impatience. Voyons maintenant l'abordage du burn-out. C'est un syndrome reconnu d'une certaine manière dans la classification internationale des maladies, la CIM-10,
Il est dans la catégorie qui renvoie aux problèmes liés à l'organisation de son mode de vie et l'épuisement. E o esgotamento, porque sinônimo dela, o esgotamento profissional. L'épuisement professionnel qui est un synonyme. Il est décrit avec un code dans l'ICD Z73.0. C'est une situation qui inquiète. Il existe plusieurs études sur le burn-out et surtout des études qui lient le burn-out aux professionnels de santé, devenant un problème mondial et entraînant en conséquence l'augmentation des pertes médicales et la baisse de la productivité. Plusieurs problèmes sont liés à la maladie des professionnels de la santé eux-mêmes au sein d'un établissement. L'augmentation de ces chiffres est devenue une situation préoccupante. Le syndrome de burn-out a été décrit pour la première fois dans les années 70 par Freudenberg, un psychologue allemand, et se caractérise principalement par 3 dimensions indépendantes, mais qui peuvent apparaître associées. Parmi elles, un épuisement émotionnel élevé, une dépersonnalisation élevée et un faible épanouissement professionnel. L'épuisement émotionnel élevé se caractérise par la perte de la capacité ou des ressources émotionnelles à faire face à l'autre. Une forte dépersonnalisation concerne le développement d'attitudes d'indifférence et de cynisme envers les autres. Il y a une distance émotionnelle et une faible réussite professionnelle résulte d'un état d'insatisfaction qui se traduit par un sentiment d'incompétence et une faible estime de soi. Ici, je vous montre une autre perspective qui se divise en 4, où il y a plusieurs façons de comprendre le syndrome de burn-out selon le modèle théorique utilisé et l'échelle utilisée. Ainsi, nous pouvons le diviser dans une perspective clinique, où on retrouve donc Freudenberg qu'on vient de citer, puis il y a la perspective socio-psychologique, selon les auteurs Malash et Jackson, qui montre combien le stress au travail conduit au traitement mécanique du client. La perspective organisationnelle, où les symptômes qui composent le syndrome seraient une réponse à un travail stressant, frustrant et monotone. Et la perspective socio-historique, où l'on considère que, comme les conditions sociales ne canalisent pas l'intérêt d'une personne pour en aider une autre, il devient difficile de maintenir l'engagement au travail. Puis voici un autre modèle à 4 dimensions de Gilmont, mentionné par l'étude de Pinheiro et autres, où il présente d'autres concepts et d'autres paramètres pour permettre un tracking. Il présente le concept de l'illusion par le travail, de l'usure psychique, l'indolence et la culpabilité ne devant pas nécessairement être présente pour diagnostiquer ce syndrome. On peut avoir les 3 premiers et ne pas avoir le dernier. L'illusion du travail est la perception que le travail présente des défis et que l'atteinte des objectifs professionnels génère l'épanouissement et la satisfaction personnelle et par conséquent l'absence d'illusion par le travail constituerait un risque de burn-out. Dans le cas de l'usure psychologique, la sensation de fatigue physique et émotionnelle liée au travail quotidien survient face aux facteurs de stress et aux personnes qui ont un certain type de problème. L'indolence est liée à la présence d'attitudes négatives du leadership, d'insensibilité et de distanciation par rapport aux personnes accueillies, aux collègues et à l'organisation. Et la culpabilité est l'émergence de sentiments de culpabilité par des attitudes et des comportements incompatibles avec les normes intériorisées et les exigences sociales concernant le rôle professionnel. Maintenant, je vais vous présenter quelques tableaux que j'ai trouvés très intéressants parce que chaque étude, en fonction de son point de départ, de la théorie et de l'échelle utilisée,
les rend parfois peu équivalentes les unes aux autres. Le public change, la façon dont les données sont collectées aussi, entre autres variables, dont nous savons qu'elles influencent ces différences. Mais je pense que les travaux créés par ces chercheurs sont intéressants. Ils parviennent à les regrouper comme s'il s'agissait d'une liste où l'on peut visualiser de manière plus efficace et où l'on voit qu'il existe des caractéristiques qui apparaissent toujours associées, que ce soit de façon positive ou négative. Ici, dans ce tableau, il y a des facteurs individuels qui sont des caractéristiques de la personnalité associées à des taux plus faibles de syndrome de burn-out. C'est-à-dire que les personnes qui présentent ces caractéristiques sont moins à risque de développer un burn-out. Type de personnalité avec des caractéristiques résistantes au stress, contrôle interne, estime de soi, confiance en soi, efficacité professionnelle. Et ici, on peut penser à quel point nous en avons en nous et développer ces fonctionnalités sert de prévention. Ce tableau est l'opposé du précédent puisqu'il montre justement les facteurs individuels des traits de personnalité associés à des taux plus élevés de syndrome de burn-out. Ainsi, nous avons le modèle de personnalité, le contrôle externe, la surimplication, les individus avec des attentes élevées et un idéalisme par rapport à la profession, des individus contrôleurs, des individus passifs. Des variations selon le sexe, le niveau d'éducation, l'état matrimonial. Dans ces trois derniers items, la comparaison varie dans les études qui ont été réalisées. Le tableau 3 montre les facteurs organisationnels associés à des taux plus élevés de syndrome de burn-out et leurs conséquences possibles. La bureaucratie, l'excès de normes, le manque d'autonomie, impossibilité de prendre des décisions sans devoir consulter ou obtenir l'autorisation d'autrui, les règles institutionnelles rigides, les changements organisationnels fréquents, changements fréquents des règles et des normes, le manque de confiance, de respect et de considération parmi les membres de l'équipe, communication inefficace, incapacité à progresser dans leur carrière, à améliorer leur salaire, à la reconnaissance de leur travail, entre autres. L'environnement physique et ses risques, y compris la chaleur, le froid, le bruit excessif ou un éclairage insuffisant, une mauvaise hygiène, un risque toxique élevé et même vital. Pour ces facteurs, les caractéristiques du travail associées à des taux plus élevés de syndrome de burn-out, nous avons la surcharge, le faible niveau de contrôle sur les activités ou les événements au travail, la faible participation aux décisions sur les changements organisationnels, d'ajustement aux attentes professionnelles, les sentiments d'injustice et d'iniquité dans les relations de travail, travail par équipe ou de nuit, soutien organisationnel précaire et relations conflictuelles entre collègues, le type de profession, les relations très étroites et intenses entre les travailleurs et les personnes à soigner, la responsabilité dans la vie des autres, les conflits de rôle et l'ambiguïté des rôles. Et dans les facteurs sociaux associés à des taux de burn-out plus élevés, nous avons le manque de soutien social et familial, le maintien du prestige social, en opposition au bas salaire qui implique certaines professions, valeurs et normes culturelles. Et ici, je présente de façon très ponctuelle deux études. Ce sont des études récentes dans la situation pandémique, dont certaines n'ont même pas encore été publiées. Ce sont des résultats préliminaires. Ici, une étude tirée d'un article de journal où des résultats préliminaires ont été obtenus sur l'impact du Covid-19 et le rôle de la résilience dans la manifestation de la dépression, de l'anxiété et du burn-out chez les professionnels de santé.
Il a été réalisé par la faculté de médecine de l'université de Porto. Cette recherche est toujours en cours, mais elle portait déjà sur un échantillon de 1500 professionnels de la santé. Elle a été collectée du 9 au 18 mai auprès de médecins, infirmières, thérapeutes, nutritionnistes, psychologues, pharmaciens et techniciens diagnostiques et thérapeutiques. Qu'ont-ils établi? Que plus de la moitié de ces professionnels de santé, 52%, ont montré des signes d'épuisement physique et psychologique et de burn-out associés à l'exercice de leur activité pendant la pandémie, et que les résultats sont encore plus significatifs pour ceux qui sont en première ligne, en contact direct avec ces patients. L'échelle a évalué 3 dimensions, professionnelle, personnelle, professionnelle et sociale, ou celle associée aux clients, patients, montrant que 51% des participants sont en épuisement physique et émotionnel, burn-out personnel, 52% sont en burn-out lié au travail, causé par la pression, les conflits, les diverses responsabilités, entre autres, et 35% par burn-out résultant de la relation avec le patient. Ainsi, les chercheurs défendent la nécessité de stratégies de rétablissement pour ces professionnels. Cette étude évalue également la résilience et la satisfaction face à la vie et montre qu'environ 80% de ces professionnels se sentent capables de faire face à cette situation. Mais dans ce même rapport, Michel Xavier, directeur du programme rationnel de santé mentale, fait un contrepoint en déclarant qu'il considère que peut-être les professionnels de santé ne sont pas en burn-out, mais plutôt en épuisement ou en fatigue. Et pourquoi pas en burn-out? Parce que cette fatigue ne serait pas liée au découragement et au désespoir, qui sont des problèmes majeurs dans le syndrome de burn-out. Et la fatigue pure ne serait pas le burn-out. Cansaço não seria burnout, né? Então, há outro contraponto, enfim, sobre este assunto. Ici, je présente un autre article sur le syndrome de burn-out chez les médecins et les infirmières équatoriens pendant la pandémie du Covid. Il est dans le Cielo en préimpression et n'a donc pas encore été publié de manière officielle. Cette étude a porté sur 224 médecins et infirmières et ils ont réalisé que plus de 90% du personnel médical et infirmier présentait un symptôme de burn-out modéré ou sévère, mais ils ont également montré des différences entre le personnel médical et infirmier. Ici, je commence ma présentation en essayant de réfléchir avec Johanna. Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Elle parle de stress, et comme le stress, s'il n'est pas pris en charge, développe le burn-out, alors d'une certaine manière, elle nous apporte quelques lignes directrices. Elle commente opportunément que nous vivons dans une culture d'anxiété et que l'anxiété est un point très important à considérer, car l'anxiété alimentera le stress, et le stress, lorsqu'il est chronique, devient le syndrome de burn-out. Tout est une aggravation suite à ce temps sans temps, où la plupart des gens essayent d'en tirer le meilleur parti et sans s'occuper de leur refonte intérieure, la restauration de la force par la joie et le renouvellement des stimuli par l'idéalisme. Et bien sûr, elle commente l'importance de la connexion avec notre intérieur pour le renouvellement de ses forces. Et cela commence de l'intérieur vers l'extérieur. Elle poursuit donc en disant que le stress joue un rôle important dans le comportement humain, car les relations sociales et émotionnelles sont devenues rapides et superficielles, et les gens sont, en général, centrés sur leur propre ego. Ne pas avoir de problèmes, de difficultés, profiter au maximum du plaisir sans que personne ne les dérange. Ainsi, il est inévitable que survienne l'épuisement, le stress, puis la maladie. En continuant avec Johanna,
on comprend le stress comme la pression exercée sur l'individu sous forme de charge, d'énergie supérieure à sa capacité de résistance émotionnelle, qui produit un trouble du comportement et signale l'importance pour l'être humain de faire face aux pressions inhérentes à la vie, car il n'existe pas de vie sans pression. Il ne s'agit donc pas d'éliminer les pressions ou d'éliminer les difficultés. Il s'agit d'apprendre à y faire face. Les expériences sociales et humaines, les défis et les difficultés, les luttes, les erreurs ne devraient pas constituer une force stressante, car ils visent à mûrir la capacité émotionnelle en la renforçant pour des confrontations plus vigoureuses. Voyez que Johanna change de perspective, démontrant que la difficulté, le problème, sert justement de formation, de développement pour que l'on gagne progressivement en résilience. La résilience, pourquoi? Pour faire face aux difficultés de manière consciente, de manière mature, et le tout d'un point de vue émotionnel. Enfin, elle signale que personne n'atteint des niveaux d'équilibre sans subir des tests de lutte édifiantes. Ainsi, les difficultés de la vie et le stress lui-même, comme pression de ce que nous ne pouvons pas toujours contrôler dans notre vie, nous permettent le développement intime en tant que personne. Alors, en allant vers un burn-out, quelles caractéristiques de protection pouvons-nous lister? D'après les études réalisées, en voici quelques-unes, car beaucoup se répètent. Ici, la préoccupation empathique est considérée comme un facteur de protection, tandis que l'angoisse personnelle se présente comme un potentiel facteur de risque. Cette étude a démontré à quel point l'activité physique favorise les bienfaits pour le corps, contrôle le stress et réduit les niveaux d'anxiété et de dépression. Cette autre étude a également constaté que plus le niveau de résilience est élevé, plus la probabilité de développer un burn-out est faible. Ainsi, à partir de là, il est possible de réfléchir à des moyens de prévention en proposant certaines stratégies. Ici, je présente une citation de Silva et autres qui dit « Ainsi, pour améliorer l'engagement au travail et protéger les infirmières et autres professionnels de la santé du risque de développer du stress et un burn-out au travail, des interventions telles que des programmes de réduction du stress au travail et des stratégies d'adaptation sont suggérées pour renforcer les ressources internes des travailleurs afin de promouvoir un environnement de travail sain et la satisfaction au travail. En outre, la recherche sur la gestion des personnes, en particulier chez les agents de santé, a souligné l'importance de promouvoir des caractéristiques saines et protectrices des travailleurs par une cartographie et par la promotion de la résilience pour aider à surmonter ces conditions défavorables auxquelles ils sont soumis, comme le stress élevé au travail, améliorant ainsi les conditions de résilience des travailleurs. Ainsi, la résilience est comprise comme la capacité humaine d'affronter, de surmonter et de sortir renforcée ou transformée par des expériences adverses. Pour ce faire, la personne doit s'approprier sa réalité et la transformer en se transformant elle-même par un mouvement dialectique. Donc, si nous n'avons pas de résilience en nous, nous devons aller vers elle en recherchant des outils autour de nous, en recherchant la réflexion, en regardant principalement les enjeux internes et émotionnels afin de développer cette résilience qui, ici, doit être liée au syndrome de burn-out et le stress, pour qu'il puisse aider dans ce processus et évidemment que la résilience en général nous aide d'une certaine manière dans toutes les difficultés de notre vie
qui peuvent se présenter, et pas seulement dans le travail. Ainsi, Alves et d'autres chercheurs suggèrent que la prévention peuvent avoir lieu à 3 niveaux. Programme axé sur la réponse individuelle, dans le contexte organisationnel, et dans l'interaction entre les contextes de l'organisation et de l'individu. Et ici, je vous présente quelques mots de ce que Johanna De Angelis nous dit sur la prévention. Auparavant, j'ai présenté ce que les études disent et constatent dans leurs recherches. Et ici, elle commente que la psychothérapie clinique est un moyen. C'est une possibilité, en plus d'autres thérapies qu'elle appelle de nature organique, comme la gymnastique, la natation, la randonnée, le sport en général, essentiellement des activités physiques dans lesquelles le corps physique, dans ce flux, nous met en équilibre, et celles de nature émotionnelle qui passeraient par une lecture agréable, la méditation, le yoga, la prière, etc. Yoga, oração, enfim. E continuando. Toujours avec Johanna, elle commente aussi qu'éduquer l'esprit et le sentiment constitue un devoir initial pour surmonter tout mécanisme stressant. Elle souligne ensuite combien tout passe par nous et qu'il ne s'agit pas de changer d'emploi pour aller vers un meilleur, où nous aurions un patron qui ne nous dérange pas ou une équipe de travail qui n'est pas en conflit, mais elle parle de l'importance de notre action mentale, de notre éducation des sentiments, c'est-à-dire de notre transformation intérieure, et combien, malgré le travail qui nous honore, le repos est également nécessaire, et ce que l'on observe dans le stress, et plus tard aussi dans le syndrome de burn-out, c'est à quel point la personne n'a plus d'espace dans sa vie pour des activités qui lui sont agréables, car le travail a entraîné une dévitalisation où elle a perdu son sens. La personne ne vit que pour cela, et la connexion avec la vie est perdue. Ici, enfin, Johanna commente la question de la musicothérapie et l'aide fraternelle, et ce n'est autre que la charité, donner à l'autre sans rien attendre en retour, et cela nous amène à nous interroger sur nos motivations aujourd'hui par rapport au travail, quels facteurs nous y rattachent, et si le sens de notre travail a été perdu, si nous travaillons seulement pour payer les factures. Alors voici une autre proposition de réactivation des connexions internes. Essas conexões internas se reativem. Et ici, en quelque sorte, je romps le discours que j'ai eu jusqu'ici, parce que je dois parler du contexte dans lequel nous nous trouvons, et je ne peux ignorer la question de la société postmoderne, où tout un contexte s'est établi autour de nous, où il n'est pas étonnant que le mot stress a émergé dans les années 1930 et le syndrome de burn-out dans les années 1970, en fonction de l'évolution de tout le panorama du travail et des relations qui se sont construites. Du point de vue de la psychodynamique du travail, analysée principalement par Christophe Dejour, psychanalyste, il commente les questions de la souffrance au travail, questionne le plaisir au travail et les relations qui se constituent dans cette société postmoderne autour du travail. Et combien nous avons une scientificité rationnelle poussée à l'extrême, exigeant productivité, rapidité, le monde du jetable, le monde du consumérisme,
des valeurs superficielles, la banalisation de la vie et surtout le perte de sens de la vie. Ici, la question de la pandémie, sur laquelle nous pouvons commencer par faire quelques réflexions en nous basant sur le mouvement même qu'elle produit en nous et qui, au fond, est bien plus un frein à main tirée dans la société, sur les gens, sur l'humanité, qu'un mouvement. Parce que dans le mouvement, nous sommes déjà capturés par la société postmoderne de la productivité, l'efficacité et la vitesse. Nous n'avons pas le temps de nous reposer, nous n'avons pas le temps de réfléchir. Donc cet appui sur le frein qui nous oblige à nous arrêter pour une question négative, oui, mais ce qui compte, c'est que nous percevions la leçon que cela nous montre, l'enseignement que nous pouvons en tirer. Nous sommes donc conduites à l'isolement. Cela, d'une certaine manière, nous induit une panique et une peur. Au début, les gens sont terrifiés, ne savent pas comment gérer l'inconnu, comment cela se passera et pourquoi nous ne contrôlons plus les événements. Tout cela nous montre notre impuissance à contrôler, en plus de mettre en échec toutes ces valeurs que nous avions et que nous sommes obligés de repenser. Quelles sont les vraies valeurs de la vie humaine et quelles sont les valeurs que nous considérons comme nos trésors de l'âme et les autres. C'est donc un arrêt général, c'est un moment de silence, d'introspection, c'est l'occasion de regarder à l'intérieur. Je considère même que c'est un catalyseur de notre processus de connaissance de soi. Je dirais même plus, d'un point de vue jungien, je pense que cela force la rencontre avec notre ombre, avec les choses que nous n'avions pas eu le temps de voir ou que nous n'avions pas envie de trouver. Donc, je vois la pandémie comme un message dans ce sens. Et à la question de savoir dans quelle mesure la spiritualité peut nous aider dans cette perspective, revenons au titre même de cette conférence qui est Burnout, un besoin émergent dans la recherche de connaissances spirituelles par les professionnels de la santé. Quand j'ai reçu cette invitation, je me suis demandé dans un premier temps quelles études existaient sur le burn-out chez les professionnels de santé et aussi sur la spiritualité et la santé, mais celles qui existent sont toujours du point de vue du patient. La question que nous pouvons nous poser en ce moment, compte tenu de l'environnement de cette conférence, qui est un congrès de l'EM international auquel assistent de nombreux professionnels de santé, dont beaucoup n'ont peut-être aucun lien avec la question de la spiritualité, est pourquoi n'y a-t-il pas d'études du point de vue des professionnels de la santé, des soignants et de leur relation avec leur propre spiritualité? Car si les études sur les patients montrent chez ceux qui sont malades pour quelque raison que ce soit, à quel point la spiritualité aide, et ici je souligne que je parle de spiritualité et non pas de religion, que cette spiritualité est bénéfique, qu'elle est salutaire dans le processus de récupération de la maladie, pourquoi ne profiterait-elle pas aussi aux propres soignants qui, si à un moment il n'est pas malade, à un autre il peut le devenir? C'est justement le cadre de cette conférence lorsque le soignant tombe malade. Je voudrais donc attirer l'attention sur tout cela, car il y a des études pour les patients et il n'y a pas d'études pour nous qui sommes les professionnels. Je pense que je ne sais si c'est la réponse parce que chacun aura la sienne, combien il pourrait y avoir de résistance, combien quand on parle du mot spiritualité, c'est comme si c'était une opposition à la rationalité scientifique, et je veux renverser cela. Il ne s'agit pas de cela. Je pense que les choses peuvent influer et avoir un point de connexion, mais il faut savoir chercher avec la rationalité scientifique, bien sûr.
Je considère donc ce sujet comme une opportunité pour nous de développer notre perspective spirituelle. Et ici, j'en appelle à Carl Gustav Jung, psychiatre que j'avais déjà commenté auparavant, suisse, et je veux vous l'amener dans un double point de vue. Lui-même pour la théorie que nous développerons plus tard avec quelques concepts et pensées dans ce concept, mais je veux l'amener aussi en tant que professionnel, parce qu'il était médecin, psychiatre reconnu, reconhecido, e ele, com toda cientificidade e com toda a rigidez, et avec toute la science et la rigueur, c'était un chercheur, mais un chercheur ouvert pour parler et enquêter, pour voir ce qu'un sujet apportait et à quel point lui, dans sa carrière professionnelle de construction théorique, il a échangé de manière très riche avec d'autres domaines, car il a réalisé que la psychologie et la psychiatrie ne peuvent tout expliquer. Il faut donc parler aux physiciens, il faut parler aux anthropologues, bref, il faut parler aux gens dans le sens d'une construction de la connaissance, du dialogue. Donc, cela montre l'ouverture qu'il avait, mais sans jamais abandonner la pensée rationnelle, la pensée scientifique. Alors je présente son exemple qui peut éveiller la curiosité en chacun de nous. Exemplo que pode despertar dentro de cada de nós para aqueles que não olharam ainda. Et pour ceux qui n'ont pas encore regardé ces questions, qui ne sont pas si matérielles, que não são tão materiais, mas com uma forma puissent se rendre compte qu'ils peuvent le faire de manière positive. J'essaierai de savoir, je vais essayer de m'informer. C'est dans ce sens que je le présente. Je présente ce passage dans lequel il commente combien la réaction de la psychologie analytique est une réaction contre la rationalisation exagérée de la conscience qui existait et existe toujours aujourd'hui. Et puis il dit que cette limitation génère chez l'individu un sentiment qu'il est une nature aléatoire et dénudée de sens, et cette sensation nous empêche de vivre la vie avec l'intensité qu'elle nécessite pour être vécue pleinement. Ensuite vient un discours commentant à quel point cet excès de rationalisation et de matérialisation nous transforme, nous pousse à penser que nous sommes un humain insignifiant qui naît, meurt et voilà tout. D'où la vie sans sens et nous nous perdons. Nous devons donc y prêter attention. Ici, j'évoque la question du mythe, l'idée de la mythologie, de penser à partir d'une image, combien cela produira en nous la réflexion. Ainsi, selon Jung, Silveira dit que les mythes sont principalement des phénomènes psychiques qui révèlent la nature même de la psyché. Ils résultent de la tendance incoercible de l'inconscient à projeter des événements internes qui se déroulent invisiblement dans son fort intérieur sur les phénomènes du monde extérieur en les traduisant en images. Ainsi, le mythe est une manière de donner un sens à un monde sans sens, et ce sont des modèles narratifs qui donnent un sens à notre existence. Je présenterai donc 2 mythes afin de produire des réflexions en ce moment actuel. Le premier, Narcisse. Rapidement, Narcisse était ce vaniteux, centré sur lui, sur la beauté, d'où il ignorait toutes les personnes qui tombaient amoureuses de lui. Et quand il voit son reflet dans un lac, il tombe amoureux, reste là et il meurt. Enfin, c'est le mythe. Mais je le présente parce que nous, dans la société postmoderne dont j'ai parlé plus tôt, vivons ce mythe. Notre société est narcissique, nous nous préoccupons de notre individualisme. Si je vais bien, je m'en fiche si l'autre va bien. Et la pandémie, si on y réfléchit, nous pousse, attire notre attention
sur le fait que ce n'est pas tout à fait comme ça. Si l'autre à nos côtés ne va pas bien, à un moment donné, cela peut m'affecter. Nous devons donc élargir notre regard sur ce collectif, car nous ne sommes pas seuls. La question de Narcisse est que cet égocentrisme est à la fois un individualisme exacerbé, mais c'est aussi un regard tourné vers l'extérieur. Car nous ne regardons que ce qui est externe. Nous sommes tellement pris par tout ce que la vie exige de nous et dont nous devons prendre soin, travailler, gagner de l'argent, payer les factures, que nous oublions que nous devons arrêter et regarder à l'intérieur. Nous devons faire ce mouvement, car Narcisse amène notre mouvement psychique en dehors vers l'extérieur. Et la société est tout le temps à l'extérieur, et personne n'a le temps de regarder à l'intérieur. Donc, tout tourne autour du fait d'arrêter, et cette pandémie nous oblige à nous arrêter. Ici, je présente comme deuxième mythe la question de Chiron, centaure qui apparaît dans de nombreux autres récits de dieux et de demi-dieux. Mais quel est l'essentiel ici? En plus d'être un érudit et un expert en art, il était aussi expert en médecine. Et dans un combat, il a été touché par une flèche empoisonnée d'Hercule et cette blessure n'a plus jamais cicatrisé. Mais étant immortel, il ne mourrait pas. Ensuite, il fait un échange et finit par mourir. Mais le fait est qu'il symbolise le guérisseur blessé et je pense à lui dans le sens des professionnels de la santé en burn-out, qui tombent malades et qui sont ceux qui s'occupent des autres, mais qui sont maintenant malades comme dans cette image. Celui qui prend soin de l'autre, mais qui n'est pas capable de prendre soin de lui-même. Il s'agit donc de réfléchir à la façon dont cela nous affecte en interne, dans ce besoin de regarder et de regarder principalement nos blessures, car Chiron, qui est le centaure, symbolise cela. Ici, je présente un discours très important de Jung, qui est dans un documentaire de sa vie. Ce discours date de 1934, à l'époque de plusieurs guerres, où il écrit « Les grands événements de l'histoire du monde sont au fond profondément sans importance. En dernière analyse, l'essentiel est la vie de l'individu. Cela seul fait l'histoire. Ici, dans la solitude, les grandes transformations se produisent en premier, et tout l'avenir, toute l'histoire du monde vient finalement au printemps comme une gigantesque somme de ces sources cachées chez les individus. Dans nos vies privées et plus subjectives, nous ne sommes pas seulement les témoins passifs de notre temps et de leurs victimes, mais certainement aussi les créateurs. Nous faisons notre propre temps. Ici, j'attire l'attention pour nous demander, dans ce contexte de postmodernité dans la pandémie, et avec tout ce mouvement où nous ne regardons pas vers l'intérieur, quelle époque créons-nous? Dans une perspective jungienne où il met toujours le besoin, parce que dans tout ce qui existe se passe dans la vie d'une personne, il y a un besoin. Je demande en termes collectifs, quel besoin avons-nous pour vivre cette situation maintenant? Nous devons réfléchir à tout cela. Je pense que nous ne percevons pas clairement tout ce que cela implique, toutes les variables, mais il est très important que nous ayons ces réflexions, ces questions. Il ne s'agit pas de continuer notre vie comme nous l'avions fait, avec nos valeurs, sans réfléchir, si je vais bien et que l'autre est mal, c'est bien. Il faut s'arrêter, et c'est l'heure de la réflexion nécessaire et de demander quelles valeurs doivent être transformées. Quoi qu'il en soit, nous avons cette difficulté de contact et de réflexion sur la perspective de cette société narcissique
du mythe de Narcisse. Le chemin de la transformation, c'est Eros, un autre mythe qui représente la tâche, le lien, le contact, l'affection. C'est donc un moyen de nous sauver. Je dirais plus, c'est un sauvetage au contact de nos problématiques que nous ne regardons pas, et aussi en contact avec l'extérieur, avec ceux qui nous entourent. Pour terminer, j'essaye de parler de l'importance de la spiritualité, en soulignant encore une fois qu'il ne s'agit pas de religion, mais de spiritualité. La spiritualité est définie comme la propension humaine à trouver un sens à la vie à travers des concepts qui transcendent le tangible, un sentiment de connexion avec quelque chose de plus grand que soi, qui peut ou non inclure une participation religieuse formelle. Et nous savons que les personnes spiritualisées ont souvent plus de ressources pour faire face aux situations défavorables. Donc, nous devons penser que la spiritualité est comme un besoin émergent dans ce problème de syndrome de burn-out. Elle nous met dans une position plus saine et plus résiliente de savoir comment faire face aux adversités. Rappelons que Jung définit que la spiritualité est une attitude particulière d'une conscience transformée par l'expérience du lumineux. Et avoir cette conscience transformée par le lumineux, au fond, c'est avoir un regard en soi-même, car la spiritualité n'est pas au dehors, c'est la connexion la plus intime que nous ayons en nous. Et quand nous nous connectons à ce sens, qui au fond est lumineux et spirituel, c'est aussi un sens de la vie, d'où l'importance de ce mouvement interne. Et ici, je présente un passage de Viktor Frankl, qui était aussi psychiatre avec une expérience dans un camp de concentration et qui a été le fondateur de la logothérapie, qui parle justement de cela, la question du sens de la vie, quelque chose de très important. Et il dit, ce qu'il faut ici, c'est un tournant dans toute la question posée par le sens de la vie. Nous devons apprendre et aussi enseigner aux gens désespérés que, à proprement parler, ce que nous devons encore attendre de la vie n'a jamais d'importance, mais plutôt et exclusivement ce que la vie attend de nous. En termes philosophiques, on pourrait dire qu'il s'agit de faire une révolution copernicienne. Nous ne demandons plus le sens de la vie, mais nous nous expérimentons nous-mêmes comme les répondants, comme ceux à qui la vie pose des questions quotidiennement et à toute heure. Des questions que nous devons répondre, donner la réponse appropriée, non par des élucubrations ou des discours, mais seulement par l'action, par un comportement correct. En fin de compte, vivre ne signifie rien d'autre que la responsabilité de répondre adéquatement aux questions de la vie, en accomplissant les tâches que la vie propose à chaque individu, en répondant aux exigences du moment. Vous voyez qu'il inverse le sens. Nous sortons d'une position de souffrant, de victime, dans une attitude passive, pour nous poser la question essentielle. Que vais-je faire de cela? Quel sens chercherez-vous? Car si vous perdez le sens de votre vie, il est évident que toute pression exercée de l'extérieur sur vous n'aura plus de ressources internes pour la surmonter. C'est donc comme si ce sens de la vie, ce regard de retour vers l'intérieur, nous reconnectait et était un chemin, un vrai chemin. Sartre dit aussi que le stress éloigne de la vie, car la personne n'est pas avec elle-même et elle ne peut se connecter avec les autres. Encore la question de la connexion.
que nous pouvons repenser dans cette société narcissique où nous sommes égocentriques et individualistes. Où est la connexion? Elle n'est pas. Nous essayons de nous occuper de l'extérieur en nous occupant de la productivité. Donc, si nous ne trouvons pas le sens de la vie, nous tomberons malades. Et dans une perspective jungienne, la direction vers la spiritualité et vers cette connexion du sens de la vie est la rencontre avec le soi. Voyez, le soi est différent de l'ego. Si l'ego est le centre de la conscience, le soi est le centre de la psyché et nous sommes notre psyché. Elle est beaucoup plus grande. La chose la plus importante pour nous contacter avec le soi, c'est de comprendre pourquoi l'idée de spiritualité émerge. Pourquoi nous avons l'image de Dieu en nous. Donc cette connexion est vivante et c'est comme si je me connectais avec mon âme, avec ce qu'elle a besoin du monde. Reste avec l'âme. En ce sens, et parce que l'âme est en tout, la connexion est entre moi et tout ce qui m'entoure. Et Johanna de Angelis présente cette importance dans ce texte en disant que quand le soi est trouvé dans sa plénitude, la personne éprouve la qualité lumineuse qui est indélébilement associée au sacré et à la divinité. Cette expérience est d'un caractère lumineux. Et pour finir, il y a la question de l'individuation. L'individuation qui est le chemin pour rencontrer le soi, c'est un voyage, un processus. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. La réalisation de ce chemin nécessite de faire face à des choses qui nous sont difficiles à regarder et à gérer. L'individuation est donc vue comme un processus intrapsychique global, durable et autonome par lequel le psychisme conscient assimile les contenus restés inconscients dans l'immense espace de l'inconscient personnel et collectif. C'est le moment de la conquête de la conscience, du discernement clair, de la conscience du soi. Je vais donc terminer ma présentation et j'espère que d'une manière ou d'une autre, j'ai pu faire passer le message de l'importance de ce moment de silence. C'est surtout un moment de réflexion et de confrontation à ces choses qui ne sont peut-être pas faciles ou si claires pour nous-mêmes, mais combien ce mouvement interne de recherche de soi, qui, au fond, allant vers un langage psychologique, est l'intégration du soi et la possibilité de le vivre de manière consciente et pleine. C'est la possibilité d'un chemin avec la culture de la spiritualité. Et ce sont des questions fondamentales. Elles sont fondamentales pour tout être humain, en particulier pour ceux qui recherchent l'équilibre en eux-mêmes, que ce soit personnel, émotionnel ou professionnel. J'en ai fini ici donc avec ma présentation et je vous remercie pour votre attention. Doutora Andresa, Docteur Andresa, il est difficile du coup de commenter cette conférence en raison de l'excellence et de la profondeur du contenu ou des contenus qu'elle nous a apportés et qui, répondant au thème proposé, a réussi à pénétrer dans des contenus beaucoup plus larges et plus profonds que cela. Et certainement, cela nous aidera à trouver ce sens de la vie. Et lorsque nous trouverons ce sens de la vie, nous serons certainement mieux préparés pour faire face à cette situation si présente en cette ère de pandémie. Le burn-out qui a causé tant de souffrances. Certainement, ce changement de regard nous permettra un processus de croissance intérieure et de facilitation pour surmonter les difficultés de notre quotidien. Ainsi, nos remerciements pour les enseignements
et cette occasion de réflexion. Le temps passe vite, merci beaucoup. Et après ces remerciements, la docteure Andressa Tomazoni est à votre disposition pour les questions qui seront posées tout au long de cet événement. Merci aussi à tous ceux qui continuent de nous écouter, à nous suivre dans ce premier congrès virtuel de l'EM international. Obrigada. Merci.